31 mai 1985, dans l'État de Caroline du Sud, aux États-Unis. Une jeune fille rentre chez elle après un après-midi passé chez des amis. Âgée de 17 ans, Sharon Smith, que tout le monde surnomme Shari, est à 2 jours d'être diplômée de son lycée. Mais alors que Shari gare sa voiture au bord de l'allée de la maison familiale, un homme la saisit et la jette dans sa voiture. Il faudra plusieurs semaines et un document écrit de la main de Shari pour retrouver la trace de son ravisseur. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La petite histoire des manipulations. Ce podcast est consacré à la criminologie et à la criminalistique. Je suis Coraline, experte en analyse de documents, et aujourd'hui je vous propose de plonger dans le monde fascinant des expertises criminelles. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une affaire criminelle qui me tient à cœur. Cette triste affaire, c'est celle de l'enlèvement et du meurtre de Shari Smith. La vie de Shari a basculé en 1 seconde. Elle a été kidnappée, séquestrée, puis tuée par Larry Jean Bell. Et Bell fera quelque temps après l'enlèvement de Shari une autre victime, une petite fille de 10 ans nommée Debra Helmick. 2 jours après la disparition de Shari, Bell appelle au téléphone sa famille. Sa voix est clairement modifiée pour la rendre plus difficile à reconnaître. Durant cet appel, Bell certifie aux parents que Shari va bien et les informe qu'ils vont recevoir une lettre écrite par leur fille. Et effectivement, une lettre arrive. Elle provient d'un bloc de papier et elle est écrite à la main. La lettre est intitulée Testament et dernière volonté. L'écriture montre la rapidité du geste typique d'une situation d'urgence et de stress. La jeune fille adresse un dernier message d'amour à sa famille et à son petit ami, comprenant que sa vie va bientôt prendre fin. La lettre est très vite authentifiée comme étant bien de la main de Shari, et elle est tout de suite expédiée au laboratoire d'analyse de la police. Ce qu'on recherche, des traces de foulage. Les traces de foulage, ce sont les traces qu'on laisse sur des feuilles de papier lorsqu'on a déjà écrit sur les feuilles précédentes. Ces traces se forment en fonction de la pression qu'on exerce sur une feuille de papier. Dans un bloc de feuilles, il est courant qu'on écrive sur la première feuille qui vient sans la détacher du bloc. Si on appuie un peu trop avec le stylo ou le crayon sur la feuille, on laisse une empreinte des lettres et des symboles qu'on est en train d'écrire sur la feuille suivante, voire sur plusieurs feuilles suivantes. Et c'est ces possibles traces que les scientifiques recherchent. Et pour cela, ils utilisent une technologie de détection électrostatique qu'on appelle la méthode ESDA. Le document est placé dans une sorte de boîte sur une plaque. On y dépose de la poudre magnétique, un peu comme celle utilisée pour les relevés d'empreintes. Et une fois la poudre enlevée, on peut voir toutes les traces de foulage laissées sur un document. Et ce que la police trouve sur le document écrit par Shari est presque trop beau pour être vrai. Ils découvrent non seulement des traces de foulage nettes qui représentent des chiffres, mais mieux encore, ils parviennent à recomposer un numéro de téléphone entier. Sans attendre, la police recherche à qui appartient le numéro. Il s'agit d'un homme qui habite en Alabama. Quand la police lui demande s'il a des contacts en Caroline du Sud, l'homme donne le contact de son père, Ellis Shepard. Et Ellis Shepard confirme que le numéro présenté par la police est bien celui de son fils. Mais il affirme que ni lui ni son fils n'a quelque chose à voir avec le meurtre de Shari Smith. D'ailleurs, il le prouve rapidement. Durant l'enlèvement et la séquestration de Shari, lui et sa famille étaient en vacances et leur maison était vide. Enfin, pas tout à fait. Parce que Ellis dit qu'avant son départ, il a engagé un type du coin, qu'il connaît, pour venir entretenir la maison pendant son absence. Et quand la police lui parle de la trace de foulage retrouvée sur un bloc-notes, l'homme fournit enfin la clé de l'énigme. Avant de partir en vacances, le couple a laissé une liste d'instructions à celui qu'il venait d'engager. Et effectivement,
Ils lui ont aussi fourni le numéro de téléphone de leur fils en Alabama au cas où il aurait dû le contacter en cas d'urgence. Et c'est comme ça que la police apprend l'existence de Larry Gene Bell. Lorsqu'il est interrogé, Bell avoue rapidement le meurtre de Shari Smith et de la petite Debra Helmick. Des cheveux de Shari seront également retrouvés au domicile des Shephard. Bell aura joué avec la famille de Shari Smith un jeu cruel fait d'appels téléphoniques aux propos loufoques. Il les appellera également pour leur désigner où se trouve le corps de leur fille dans un jeu de pistes immonde. Il aura également fait rédiger à la jeune fille à qui il s'apprêtait à ôter la vie une lettre testamentaire déchirante. Mais c'est cette lettre qui finalement se sera retournée contre lui et lui vaudra d'être reconnu coupable de double meurtre avant d'être exécuté en octobre 1996. Lorsque je pense à Shari Smith, je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec une autre affaire criminelle qui a eu lieu en 1985, mais en France cette fois. Cette affaire, c'est celle de l'enlèvement et du meurtre du petit Grégory Villemain. Si seulement les 4 documents écrits par le ou les corbeaux de l'affaire avaient pu être expertisés avec la technique ESDA, comme ce fut le cas pour la lettre de Shari Smith, peut-être que nous aurions pu retrouver des traces de foulage incontestables sur les feuilles de papier. Malheureusement, ces documents n'ont jamais fait l'objet de tests scientifiques, alors que la technologie ESDA était disponible en Europe à l'époque. On aura l'occasion de revenir sur l'étude du document rédigé par Shari Smith pour voir ensemble comment ce document a été manipulé par Bell d'une façon particulièrement cruelle. Mais en attendant, si vous avez un doute sur un document et son auteur, ne restez jamais seul. Contrairement aux pays anglo-saxons, les Français sont très peu informés de leur droit à recourir à des expertises privées. Alors si vous avez un doute sur un document, vous pouvez agir et vous pouvez agir vite. La plupart des faussaires et des criminels commettent des erreurs dans leur communication écrite. Et ces erreurs, on peut non seulement les dénicher, mais on peut surtout mettre leurs auteurs hors d'état de nuire.